Hello and welcome back. J'espère que vous avez pu vous délier les jambes et le dos durant cette courte pause. I hope you are refreshed and ready to see some great projects happening around the government of Canada in the world of AI. Before we begin, we are a few housekeeping items I would like you to consider. Je vous souhaite vous rappeler que l'interprétation simultanée I would like to remind you. That simultaneous interpretation is offered in both. Je vous rappelle que l'interprétation simultanée est offerte dans les deux langues officielles. On vous invite à utiliser le mot-clic GC Digital et OpenGov. Hashtag GC numérique et hashtag G ouvert. Today we will be using a GC message to ask questions. Aujourd'hui, on va utiliser cela pour poser des questions, pour utiliser la fonction de clavardage, utiliser la fonction expo.da-n.ca. Ça sera différent de ce que vous avez utilisé pour la séance de ce matin. Comme vous le savez, la pandémie et son incertitude ont exercé un effet négatif sur le climat économique. L'intelligence artificielle a un rôle important à jouer dans ce contexte. Et organismes à ISDE, nous avons eu la chance d'observer au cours des derniers mois et des dernières années un large éventail d'initiatives et d'usages en cours d'exploration au sein de la fonction publique, en vue de maximiser les bénéfices pour le public de ces nouvelles technologies. J'aimerais ainsi inviter ma collègue d'ISDE, Julie McCauley, à se joindre à nous afin de nous donner quelques exemples bien concrets de l'IA en action. Julie is the Chief Data Officer at ISED. Julie, je vous donne la parole. Tout le monde et merci d'être ici avec nous cet après-midi. And thank you so much to the school for hosting. Et merci beaucoup à l'école de la fonction publique de nous accueillir cet après-midi. J'en ai déjà appris beaucoup ce matin et je me réjouis d'en apprendre davantage dans l'après-midi. Je suis Julie McCauley. Je suis agente des résultats en matière d'intelligence artificielle à ISED. Et ça va être une fantastique séance cet après-midi. C'est vraiment important pour moi à l'ISED, alors que nous mettons en œuvre notre stratégie sur les données. Notre stratégie comporte beaucoup de piliers d'innovation. Nous testons des applications d'intelligence artificielle pour accroître notre efficacité afin de réduire les processus manuels et pour remplacer les activités manuelles intensives. Et on essaie de trouver des solutions à certains problèmes de façon créative. Alors, je me réjouis d'entendre parler de mes collègues qui vont nous parler de leur succès et de la façon dont on peut mieux utiliser l'IA dans la fonction publique. Je vais vous demander maintenant de vous tournez vers les panélistes. Chacun des panélistes va parler de son projet et puis ensuite on passera à des démonstrations. Alors, nous avons des collègues de Santé Canada qui vont nous parler de ce qu'on appelle Project Seeker. Alors, on a Peter Hume qui est gestionnaire de l'espace d'expérimentation rapide à Santé Canada et M. Paget qui est à la direction de la mise en application à Santé Canada. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le projet Cypher? Ah, on ne vous entend pas, monsieur, vous êtes en mode silencieux. Ah, Peter, allez-y. Ah, alors, le projet Cypher, on utilise l'apprentissage par machine pour travailler sur la réglementation. On essaye de trouver un outil automatisé qui permet d'éliminer des tâches répétitives pour les industries qui doivent
mettre en application la réglementation de Santé Canada. Merci Peter, et je me réjouis vraiment d'entendre parler de cela. On travaille en étroite collaboration avec le surintendant des faillites pour faire quelque chose de semblable. Alors, ensuite, Transport Canada, qui va nous parler de son projet qui s'appelle le ciblage pour le transport par cargo. Et nous allons entendre un intervenant qui s'occupe de la sécurité aérienne et sa collègue qui travaille à l'unité PAC dans le domaine de l'aviation et de la sécurité. Bonjour. Oui, j'allais demander à Taf de décrire le projet parce que c'est lui qui s'en occupe depuis le début. Oui, merci Brick. Alors, nous, on est très heureux. C'est une façon très innovatrice d'utiliser l'IA. Nous, au PAC, on a déjà des avions de marchandises qui arrivent d'autres pays. Donc, on prend les données des manifestes des marchandises et on étudie les données et on recherche des risques de sécurité éventuels. Donc, on a beaucoup de données et l'intelligence artificielle est utilisée pour évaluer. Mais il y a encore une intervention humaine, mais c'est pour prendre... Need more screening before we allow it on a plane to Canada. That sounds really cool. So I am looking forward to that one as well, as I'm sure many of our audience are. And last but not least, we have Lorena Webster and Dave Carter. They are here from the Canada Food Inspection Agency, and they're going to talk about the Food Inspection Environmental Scanning Canada. So over to you guys to give us a little bit of information about your project. Right. So we'll be showing a portion of the system today, which is a situational awareness tool. So this supports a couple different mandates at the Food Inspection Agency and Health Canada related to research and policy. But the more exciting step, I think, is we're collecting local information, local news from places where our food is grown. So, and this can inform extra testing ahead of time. So for example, if avocado farmers in Mexico start using a new pesticide that might be perfectly fine to use there and might not be legal in the Canadian context, we can anticipatorily start testing for that at the border before it enters our food supply, preventing a recall down the road. Okay, another great project, and I can't wait. So let's get right to it. Each of our presenters will have 7 minutes to do a demo and to talk to us about their project. And we'll kind of do it rapid fire. We'll go from one to the next, and then we'll start to open it up to some questions that we have, and then we'll turn it over to you, the audience, to also give us some questions later on. So to start off, let's have Project Cypher with Peter and Brian. Over to you guys. Okay, I guess we already had our intro, so I'll go straight to the demo. Is that what we're thinking, Peter? Oh. Alors, Peter? Ah, je ne sais pas pourquoi mon bouton silencieux est toujours activé. Je vais vous parler du projet Cypher. Alors, je voudrais partager certaines diapositives. Donc, je suis Peter Yoon et je suis accompagné de Brian Paget et on va vous parler du projet Cypher. On fait partie d'une unité qui se concentre sur la conformité et sur l'inspection et on veut évaluer la qualité des données, en particulier les données qu'on recueille dans le cadre des inspections. Il s'agit de données qualitatives. Est-ce que ça marche? Oui. Alors, le projet Cypher est rendu possible par des gens merveilleux, en particulier par une initiative qui s'appelle SC Fonds pour les solutions. Notre approche était de tester l'apprentissage par machine
Notre hypothèse, c'était de raccourcir les délais. Et nous voulions normaliser les inspections en utilisant notamment des données historiques et aussi savoir si on pourrait se servir de cela comme outil de formation. C'est un outil d'apprentissage actif qui permet d'évaluer les risques lors des inspections. Et voilà, maintenant je vais céder la parole à Brian et il va faire une brève démonstration. Merci beaucoup, Peter. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Pas encore? Alors, voilà la page du projet Cypher. Il y a 4 étapes. Voilà les commentaires des inspecteurs qu'on télécharge grâce à l'appli. L'appli fait des prévisions de risques sur les risques et les réglementations. Les inspecteurs ensuite ont l'occasion d'examiner ce que les algorithmes ont fait comme prévision et puis peuvent ensuite les modifier. C'est là où intervient l'apprentissage actif. Et ensuite, on a la capacité d'exporter les commentaires et les prévisions pour les intégrer dans un rapport. Voilà, je vais lancer l'application. Lorsqu'on utilise cela, on voit la page de téléversement. Voilà, ce sont des observations normalisées qui proviennent d'un rapport d'inspection. Et ensuite, je vais vous montrer ça. Cypher va les afficher et on a des commentaires et on peut aussi faire des modifications ou ajouter des commentaires. Voilà, on peut ajouter des observations manuellement et puis ensuite on appuie sur Predict et voilà où sont les prévisions. Voilà, vous avez des cotes de conformité et on a un intervalle de confiance de 0,55. Voilà, la confiance est calculée mathématiquement. J'utilise l'outil modal et des méthodes standards pour évaluer la confiance. Et pour les prévisions, on utilise Fastex, ce qui est un outil utilisé par les bibliothèques. Et on recherche aussi des transformateurs. Mais je vais revenir à la démonstration. Alors voilà, on a la cote de conformité qui est fondée sur les prévisions individuelles. Nous avons toutes nos observations ainsi que les réglementations prévues, les risques, la cote de risque, et puis ensuite, on a les niveaux de confiance. Et certains sont bons et sont moins bons. Disons qu'on est un inspecteur, une inspectrice, on a téléversé les données, on veut voir ce qu'a fait l'algorithme, et disons qu'on n'est pas d'accord avec ce qui a été dit. Voilà, on peut appuyer sur le bouton Adjust et on arrive sur un panneau. Vous avez là la ligne standard et vous avez la cote des risques. Alors, pour cette démonstration, je vais passer outre à cela. On peut chercher les lignes standards. Voilà, je vais sélectionner tout ça. On peut utiliser cela pour créer une série de données à des fins d'apprentissage. Et il y a des outils sur le marché que j'ai découvert par la suite. Donc, vous verrez maintenant que l'intervalle de confiance est fixé à 100% parce que la personne a modifié ce que la machine avait fait. Et une fois qu'on a fait tous nos ajustements et qu'on est satisfait, cette donnée est stockée dans une base de données et réintégrée à nos données de formation et le modèle est mis à jour. Voilà.
Et puis ensuite, une fois qu'on est satisfait, on peut exporter. Et ça, c'est un exemple de notre rapport. On a la cote d'évaluation, on a la confiance, on indique le modèle utilisé, et puis on a l'observation, la réglementation prévue, et puis on a les risques et la ligne standard qui ont été modifiés, et pas le reste. Voilà ce qui conclut la démonstration. On examine aussi des données étrangères. Alors, je peux prendre le PDF et j'ai on peut transformer ça en un document avec texte. Alors, je peux avoir des questions-réponses. Quel est le nom de l'entreprise inspectée? Quelle a été la date de l'inspection? Voilà ce sur quoi je travaille là, sous forme de document. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je ne vois pas. D'accord. Donc, c'est vraiment merveilleux. Et je me réjouis de poser certaines de mes questions. Je vais les laisser pour l'instant. Vraiment un projet tout à fait remarquable. Maintenant, on a nos collègues de Transport Canada, Bruce et Leslie, qui vont nous parler de leur projet, qui vont nous parler du ciblage pour les marchandises avant le chargement. Alors, allez-y. J'espère que tout le monde voit ce que j'ai indiqué. Oui, alors on est membre de l'équipe Pacte. On est les utilisateurs finaux des futurs produits d'intelligence artificielle. On travaille en matière de sécurité. Sort of found by. Nous avons été fondés par une initiative au niveau du sous-ministre qui cherchait quelle équipe au sein de Transport Canada aurait le plus d'impact si ils avaient un prototype d'intelligence artificielle ou un outil, et nous avons été sélectionnés pour cela. Et vous pouvez voir sur cette diapositive que nous travaillons avec des entreprises locales d'Ottawa pour le développement. Ottawa est un bon lieu à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont à la pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle, et ce, au niveau mondial. Bien alors, les 3 premières diapositives ici parlent de qui nous sommes au sein de Pacte AI, qui nous sommes et quel est le besoin. Par rapport à ce que nous faisons, les 4 dernières diapos seront sur le prototype qu'on a jusqu'à maintenant et pourquoi on est si anxieux de voir ça finalisé. Alors, le ciblage préchargement des cargos aériens, on cherche les menaces qui sont sous votre pied dans un vol. La plupart du cargo vient sur des vols passagers. C'est assez unique entre les pays à ce niveau-là. Donc, comme vous pouvez voir de cette image, plus de la moitié de l'avion, c'est du cargo, et du fret, et il est important pour Transport Canada que ça soit en toute sécurité pour tout le monde. Alors, je vais vous parler un petit peu de la terminologie. Chacune des lettres ici a un peu de terminologie. Alors, preload, préchargement, ça veut dire avant que l'avion décolle. Et c'est même pas sur sol canadien. Le air cargo, c'est le fret aérien, c'est ce qu'il y a sous les pieds des passagers. Et le targeting, le ciblage, c'est de prendre ces données commerciales, comme les noms d'expéditeurs, les adresses, une description du produit, le poids, etc. Prendre toute cette information vis-à-vis du fret et essayer de sélectionner les cibles qui sont les plus risquées et qu'on leur demande de revérifier ou qu'on n'autorise pas à envoyer au Canada. Alors, voilà le système informatique actuel. Pour chaque envoi, et on reçoit plus d'1 million par an, nous recevons un courriel de l'industrie et nous avons une solution Excel fait maison. Essentiellement, on passe de Outlook à Excel. Et ça a été largement suffisant pour prouver le concept
de ciblage PACT comme étant quelque chose de peu coûteux mais très important comme niveau de sécurité supplémentaire pour les Canadiens, mais on arrive là aux limites de ce que l'on peut faire et on ne reçoit même pas encore à 100% toutes les données de l'industrie pour le moment. Alors, cela nous a amené à un stade où nous avons pu être un chef de file sur la scène internationale. L'idée de ce type de ciblage aux fins de sécurité, avant que ça entre dans un pays, c'est quelque chose où le Canada et les États-Unis sont à la pointe au niveau international, mais ça nous a aussi amené à des grands défis. Choisir Outlook et Excel comme on le faisait, c'est un peu essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Et notre capacité à nous développer pour faire tout ça pour tout le fret qui entre est un peu un problème. Sans parler du fait que ça prend des centaines ou des milliers d'heures d'expertise par des experts pour vraiment comprendre les tendances, ce qui est inhabituel, ce qu'il faut déceler. Alors voilà où Pact AI entre en jeu. Ceci vise à montrer les différentes couches et quelque chose qui est souligné dans toutes les présentations. Ce ne sera pas juste nous qui allons dire cela, mais les couches de base derrière l'intelligence artificielle sont pas nécessairement les plus faciles à vendre, à commercialiser, mais ce sont les parties les plus importantes. Alors la façon de comprendre ce qui est à l'écran ici, c'est que en haut à droite, tout au fond, ça c'est les données du fret de l'industrie. La case violette, qui s'appelle ingest, c'est nous qui l'absorbons, qui l'interprétons. On utilise les formats de messages qui sont déjà utilisés dans les industries, donc il n'y a pas de charge supplémentaire, on accepte cela, on l'interprète. La boîte verte, c'est là où on le stocke, et nous avons beaucoup de travail qui a été fait là-dessus jusqu'à maintenant. Et comme je le dis, c'est très difficile de vendre ce travail, mais c'est quelque chose qui permet toutes ces choses excitantes qui permettent d'être vendues au bout du compte. La case rouge, c'est là où ça commence à être plus intéressant. C'est là où, parce que nous avons des données établies partout, nous sommes en mesure d'avoir des scores de risque d'aviation. On prend toutes les différentes connaissances et on les assigne dans différentes formules et mesures que l'ordinateur peut assigner instantanément à tout colis de fret qui rentre. Le processus naturel de traitement de la langue, ça évalue les différents produits qui entrent et il y a des capacités de détection d'anomalies qu'un humain ne pourrait pas déceler. Et enfin, la première couche, c'est une interface, une façon de communiquer cela aux êtres humains. Nous avons besoin on ait des gens qui travaillent là-dessus en temps réel et aussi des analystes qui peuvent présenter des tendances aux dirigeants à plus haut niveau. Alors voici la première des deux diapos qui vous montre ce qui a été accompli déjà dans notre concept, dans notre premier prototype. La liste des icônes en bas à droite sont des exemples de choses que l'intelligence artificielle à l'heure actuelle est en mesure de faire. On est en mesure de déceler tous ces détails importants lorsqu'on reçoit un colis de l'industrie. Et à gauche, vous pouvez voir que c'est inutile si c'est juste une boîte noire qui nous dit que c'est risqué. Il faut pouvoir expliquer pourquoi. Donc à gauche, vous allez voir des phrases indépendantes que l'ordinateur utilise pour s'expliquer, pour que les analystes puissent comprendre tout cela. Et ça explique ce que l'intelligence artificielle a décelé dans le message. Et voilà notre premier prototype d'une interface. Il y a une animation qui va se jouer à l'écran. Donc pour l'analyse après coup, les tendances, c'est vraiment comprendre ce qui se passe. Nous avons au bout des doigts la capacité de rentrer dans les détails avec tous les outils modernes. Je crois que ça a été fait dans Power BI, mais on a la capacité de prendre ce que l'intelligence artificielle fait, par exemple les catégories de produits. Aucune d'entre elles étaient des catégories assignées par un être humain. C'est l'intelligence artificielle qui comprend déjà les vêtements pour hommes, vêtements pour femmes. Il crée ces catégories, ne serait-ce qu'au travers des données qui sont rentrées dans le système, et ça fait que c'est beaucoup plus facile de faire ces analyses à grande échelle, alors qu'autrement, ça serait tout tapé à la main et ça serait assez incompréhensible.
Et l'objectif de cela, ma dernière diapo, c'est de vous informer que ce n'est pas un projet fini, et ce n'est quelque chose qui reste à faire. On sait qu'on travaille toujours sur ce projet, et la chose principale, c'est qu'on veut arriver à un stade où on peut tester la méthode existante par rapport à la nouvelle méthode, et on est très excité de cela. Nous savons quel est le niveau d'efficacité que nous allons atteindre, on sait que ça va être vraiment incroyable, et il y a aussi une énorme valeur d'amélioration au niveau de la sécurité, donc on fera du meilleur travail et on sera plus sûr, donc on est ravis de voir les résultats quand ça viendra. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Thanks so much, Chesley. That's great. Merci beaucoup, c'était formidable. Ça a l'air très excitant aussi et je pense que l'on va en parler en aparté de votre approche. Alors, nos prochains présentateurs sont Lorena et Dave, qui vont nous parler de leur projet sur le scan environnemental de l'inspection alimentaire au Canada. C'est Dave qui va commencer en nous montrant son écran. Oui. Alors vous avez 7 minutes. Très bien. Alors on montre Fiesca, qui est un outil de situation. L'objet principal, c'est de collecter des nouvelles données de partout dans le monde et de trouver les aiguilles dans les bottes de foin au niveau des menaces et de la pertinence vis-à-vis du contenu canadien. Ça vise à soutenir différents flux de travail, différentes décisions de l'agence d'inspection alimentaire. Mais il y a différents types d'intelligence artificielle qu'on a mis en application. Donc pour ceux d'entre vous qui suivez les nouvelles, vous vous souviendrez peut-être qu'il y a 2 semaines qu'il y a eu une question de contamination alimentaire au Canada. Donc on a eu toutes sortes de nouvelles qui sont arrivées cet après-midi, des choses plus récentes, mais je veux revenir à la première semaine du mois de novembre. Et on peut construire des recherches assez complexes selon les dates, le lieu, comment c'est catégorisé, etc. D'où viennent les données, quel type de données, là où c'est une analyse humaine qui a été appliquée, où les événements ont eu lieu et où il y a du réseautage social. Et en particulier, moi je suis intéressé à chercher les produits de pommes de terre. Donc je vais taper pommes de terre et nous avons une hiérarchie de mots-clés. Donc je parle des tubercules, mais il y a aussi d'autres options. Il y a les virus, mais je suis juste intéressé à mettre pommes de terre pour le moment. Donc on va faire une recherche. Et on cherche la première semaine du mois de novembre, pommes de terre, et voilà les données qui ressortent. Première chose qui m'intéresse, c'est qu'il se passe quelque chose. Et on peut voir qu'il y a un point chaud au-dessus du Canada. C'est un peu curieux. Alors, si je regarde nos catégories, on parle de nourriture et de plantes. Et je peux regarder les résultats. Donc oui, Mesvekis Canada a rappelé des produits à cause de contamination au verre potentiel. Donc on a un article de nouvelles qui va apparaître aussi, mais on peut voir un résumé et on peut voir des phrases assez diversifiées qui donnent un résumé. Donc c'est mentionné quels sont les produits rappelés. C'est mentionné où ça a été vendu. Et on peut souligner que la question, c'est une contamination par du verre. Et ce qui est indiqué ici aussi, c'est qu'on a reçu différents exemplaires de cet article. Donc, lorsqu'on peut trouver le même article publié dans différents médias, ça nous donne plus d'informations. Et on donne une note de pertinence. Donc si je vais dans l'article, de façon générale, la première couche d'intelligence artificielle qu'on applique, c'est de l'intelligence artificielle. Ensuite, on a le score de pertinence. On compare le texte de cet article à des articles très pertinents et d'autres pas du tout pertinents. Et on peut voir que les utilisateurs peuvent améliorer cette note ou la dévaloriser. On fait de l'étiquetage de mots-clés en utilisant une hiérarchie. Donc on peut voir que le vert est dans un des dangers. Et puis on voit les différentes saveurs du produit. C'est catégorisé dans
le domaine alimentaire. Donc nous avons nourriture, animaux et plantes. Nous, c'est dans la catégorie aliments. Et vous remarquerez qu'il y a un article très similaire avec le même titre. Nous avons fait l'identification d'identité. Donc lorsque l'on parle de différentes provinces, ce sont des choses qu'on peut maintenant mettre sur une carte. Et on peut rapidement voir où est le problème. And putting those all together, we also have Et en mettant tout cela ensemble, nous avons des fonctions de médias sociaux. Et nous pouvons ajouter des observations à cet article. Il y a d'autres fonctions d'information, mais c'est un peu moins intéressant, donc je vais sauter ça. Mais fondamentalement, ce que nous avons pu faire, c'est prendre du texte des articles dans la presse, à faire une catégorisation avec une note de pertinence et résumer les incidents. Et ça veut dire que nous pouvons prendre tous les éléments de journalisme sur les questions alimentaires, les mettre dans les données pour pouvoir appuyer les décisions et donc renforcer le test ou faire de la recherche ou voir si un choix politique a été efficace pour Santé Canada. Très souvent, on regarde si certaines politiques ont été respectées dans certaines régions. Et ça, c'est une approche où nous pouvons utiliser des outils d'informatique et d'intelligence artificielle et les mettre dans une plateforme pour aider à la prise de décision. Okay, thanks so much, Dave. Très bien, merci beaucoup Dave, c'est très intéressant. J'aime comment vous avez intégré 6 différentes approches de l'intelligence artificielle dans un outil et je suis intéressé d'en entendre parler davantage alors que l'on se rapproche à la session de questions rapides qui s'en vient maintenant. Alors pour tous ceux qui participent, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est passer à une plateforme différente pour poser les questions, pas à Teams, et nous allons vous demander d'utiliser la fonction de message GC. Et pour accéder à cette fonction de chat, allez sur vexpo, qui est expo.da/na.ca, ou alors vous allez dans le courriel que vous avez reçu, et c'est là que vous aurez le lien pour le chat. C'est un peu différent de ce que vous avez vu ce matin. Nous avons passé un peu de temps à faire la séance de questions rapides, où j'ai une liste de questions que je vais poser à nos formidables panélistes aujourd'hui. Et puis, après avoir examiné tout cela, on fera le chat, on regardera les questions par chat que vous nous avez envoyées. Alors, je voudrais commencer simplement. Je vais peut-être commencer avec vous, Lorena. Pourquoi avez-vous décidé d'utiliser un outil d'intelligence artificielle pour ça? Alors, je vois dans ce que vous faites, il y a tant d'informations. Si vous essayez de regarder tous ces articles médias, mais pourquoi avoir choisi cet outil et pas des approches plus conventionnelles? Bien, merci. Je dirais que c'est plus un changement culturel. À la CIA, il y a les mêmes défis auxquels la plupart des ministères et agences sont confrontés. C'est le besoin de se moderniser au niveau de l'infrastructure pour avoir des nouvelles expériences, de nouvelles applications et renforcer la capacité de réagir rapidement à du changement. Donc la CIA a commencé à planifier stratégiquement, à avoir des outils basés sur le nuage et avoir des approches numériques en premier qui est mis en avant par le Conseil du Trésor. Donc le réseau de sécurité alimentaire, CFSIN qu'on appelle, c'est le projet sur lequel je travaille. Et Fiasca est une des parties fondamentales. C'est l'un des différents outils. Et CFSIN, c'est l'un des premiers investissements stratégiques dans des services en nuage. Donc c'est vraiment cette toile de fond qui nous a aidé à décider et d'utiliser l'intelligence artificielle dans nos autres outils numériques. En 2015, en collaboration avec Santé Canada et l'agence l'agriculture et
Agroalimentaire Canada, nous savions que nous voulions investir des outils de vérification en ligne et nous avons vu d'autres outils qui sont utilisés dans le domaine de la santé publique et nous étions conscients du traitement des données langagières et des capacités dans d'autres domaines et on a reconnu qu'il y avait une lacune dans le domaine de la sécurité alimentaire. Donc on a exploré l'idée que cet outil pourrait être adapté pour la vérification de sécurité alimentaire. Donc pour nous, c'était une décision assez simple. Merci. That's great. Thank you. And less than 2. Formidable, merci. Et en moins de 2 minutes, c'est encore mieux. Alors Carly, une petite concurrence là, mais peut-être Brooke, je vais vous poser la même question. Pourquoi avez-vous décidé d'utiliser l'intelligence artificielle? Je comprends que c'est un processus de sélection de ce ministre, mais peut-être que vous pouvez nous donner un aperçu. 2 minutes. Yeah, absolutely. It was a decision that was kind of made for us in the. Oui, c'est une décision qui a été prise pour nous dans le sens où nous étions vraiment des très bons candidats pour cette initiative. Et l'initiative poussait vraiment pour voir si la technologie comme l'intelligence artificielle pouvait aider avec des inspections basées sur les risques plutôt que des inspections aléatoires qui mènent à plus d'inspections. Et dans notre contexte, au travers de différentes années de travail sur ce concept, nos données étaient trop importantes et c'est ce que nous allons entendre de tout le monde, c'est qu'il y a trop de données. And so our scope became very limited. Et le cadre est devenu très limité et notre capacité à faire une évaluation des risques était limitée à 15% des données qu'on pourrait recevoir. Et vraiment, les données que nous regardons, c'est une vraie ressource inépuisable qui pourrait nous donner un bon aperçu dans l'environnement du fret aérien. Donc avec l'intelligence artificielle, on pense que l'on va pouvoir évaluer 100% des données qui sont données par les transporteurs aériens et on va commencer à voir de nouvelles tendances émerger au travers de ces données que nous n'aurions pas pu obtenir nous-mêmes. Et je pense que cela va vraiment informer notre aperçu des menaces ainsi que la stratégie. I think that was under 2. You actually took less time than the. Alors tu as pris moins de temps que Lorena. Donc, la compétition est lancée, Peter, pour que vous répondiez, mais vous avez toujours 2 minutes. Je ne vais pas vous prendre vos 2 minutes, mais dans votre cas, comment avez-vous décidé d'utiliser un outil d'intelligence artificielle? Est-ce similaire ou une approche différente? Je dirais que c'est tout à fait semblable. Pour ce qui est des facteurs, je dirais que c'est semblable parce que la technologie est disponible. Il y a beaucoup de potentiel, beaucoup d'opportunités. Et avec toutes ces données que nous avons recueillies, y compris nous, au sein du gouvernement, le moment était venu. Mais la raison pour laquelle on s'est engagé dans ce domaine, c'est parce qu'on pouvait faire des expériences. C'est un des avantages, je dirais, qu'a Santé Canada par rapport à d'autres organisations, parce qu'on a ce programme merveilleux qui nous permet de diriger l'innovation pilotée par les employés. Et ceci est conforme à notre mandat pour modifier la façon dont nous procédons à la mise en conformité. Et puisque la technologie progressait, le moment était opportun. On voulait voir si la technologie pouvait nous aider à mieux réaliser notre mandat. La technologie est accessible, on en est encore au stade de l'expérimentation, mais on a des résultats déjà positifs. Donc on voudrait terminer ces projets pour laisser les données piloter les décisions à venir. Excellente réponse et en fait, vous avez fini à l'avance. Mais on voudrait aussi avoir beaucoup de détails et j'aimerais faire un suivi avec vous, Peter, pour savoir comment vous avez fait un suivi et comment se déroule l'élément piloté par les employés et comment ça s'intègre dans votre stratégie. Donc, j'aimerais avoir une discussion hors ligne avec vous parce que
notre stratégie d'innovation a tout un pilier d'innovation et voilà pourquoi on se concentre sur les pilotes et on commence à tirer pleinement parti de tous ces outils que vous avez cités. Alors, on aimerait en savoir davantage. Ça serait merveilleux. Voilà. Alors, à la fin de la réunion ou hors ligne, essayons de nous parler par la suite. Alors, on a déjà entendu Brooke et Chesley qui ont obtenu l'adhésion de la haute direction. C'est un projet que vous vouliez vraiment porter et c'était vraiment incroyable. Et je félicite la direction de Transport Canada d'avoir accepté un tel projet. Mais je voudrais savoir aussi comment, à l'agence de l'inspection des aliments, on a obtenu l'adhésion de la haute direction. Parce que si on est sous-ministre, on est parfois un peu réticent à utiliser l'intelligence artificielle. On veut comprendre tous les détails d'un projet. Donc, il y a un élément adhésion, mais il y a aussi un élément éducation, ce qui est parfois aussi délicat. Alors, Peter, peut-être qu'on va commencer par vous. Alors, on va entendre Santé Canada et puis ensuite, on cédera la parole à Dave. Oui, je crois que c'est vraiment une question importante parce que c'est une question que posent nos employés et nos programmateurs. Cela vient de tous les côtés lorsqu'on veut obtenir un soutien. Et c'est important de comprendre cela parce que sinon, on n'obtient pas l'adhésion de la haute direction. Notre haute direction, heureusement, a vraiment fait preuve de vision, qui voulait vraiment transformer notre ministère. Mais tout ce mouvement provient de notre capacité à innover. C'est ce que j'appelle le fond des solutions. C'est une innovation pilotée par les employés. Tout employé qui a une bonne idée a l'occasion de le présenter. Et si c'est une bonne idée et qu'on pense que c'est vraiment très utile à ce moment-là, on le finance. C'est le mécanisme, c'est l'opportunité qui existe et ça permet à un projet comme CIFER de se développer. Et sans ces différents mécanismes, sans ces différents modes de soutien, ce serait vraiment difficile. Mais on a eu de la chance. Ça a été un privilège de travailler dans ce milieu. Vous avez beaucoup de chance. C'est un merveilleux environnement qui a été créé avec un fonds qui existe. Et on peut faire de l'expérimentation. Et c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut essayer de répéter un certain nombre de fois les mêmes tâches pour former la machine. Hein. Et vous, alors, quel a été le soutien de la haute direction chez vous? Eh bien, c'est un projet plus grand qui émanait du Conseil du Trésor, dans lequel s'intégrait notre projet FIASCA. C'était assez facile parce que l'agence souhaitait moderniser son approche à l'égard de la sécurité alimentaire. Même si on a l'un des meilleurs systèmes alimentaires au monde, on peut toujours améliorer les choses pour que le système devienne plus efficace. Donc, la loi sur la sécurité alimentaire sur les Canadiens a entraîné une modification du système alimentaire du Canada, mais ça a été seulement une partie de la transformation. La mise en œuvre d'autres initiatives ont permis de modifier les systèmes d'IMIT qui sont des éléments, par exemple, l'utilisation de l'info-nuage. Et pour ce qui est de l'adhésion, c'était le genre d'outil que recherchait l'agence pour exécuter ces programmes. Donc, dans le cas de Fiesca, il y avait un projet qui existait qu'on a pu modifier pour adapter à nos besoins. Donc, l'adhésion était inhérente
Et la haute direction nous a encouragés à collaborer avec le Conseil de recherche du Canada. Mais on ne voulait pas qu'il y ait un grand nombre de démonstrations pour prouver la valeur du projet. Bon, alors j'aime vraiment la façon dont vous avez situé cela, c'est-à-dire dans le cadre d'activités de modernisation pour l'agence. Et voilà d'où viennent ces projets. Ça vient du besoin de moderniser. Et comment est-ce que votre outil a amélioré la capacité des usagers à mieux faire leur travail et à progresser en matière de modernisation? Eh bien, je dirais que pour les utilisateurs, ça veut dire qu'ils ont plus de temps. Le temps qui aurait été consacré à des recherches, par exemple les recherches d'articles, maintenant on peut faire une demande et laisser le système agir. Donc ça libère du temps pour que l'utilisateur se concentre sur l'analyse. Ça, c'est un facteur tout à fait humain. L'utilisateur utilise son expérience pour faire un rapport, pour prendre des mesures préventives, pour définir des orientations. Euh, les utilisateurs, à propos de notre projet, pensent que tout se trouve en un seul lieu, qu'ils ont accès à des ressources, c'est efficace, et ça évite les dédoublements. Et comme l'a dit Dave, on peut aussi faire des traductions automatisées. Donc cela permet de comprendre des articles du monde entier. Et c'est important parce que cela permet de comprendre ce qui se passe au niveau mondial. Et cela améliore l'efficacité au quotidien. Et cela permet de faire des recherches pertinentes. Et cela permet la coopération entre l'humain et la machine parce que le format des articles permet une utilisation facile, ce qui est déterminé par les algorithmes, mais ça peut aussi être influencé par l'utilisateur. Donc, ça nous permet de faire facile et ça demande à l'utilisateur d'apporter ses compétences. Merci beaucoup. Alors, Chansley et Brooke, vous avez présenté l'outil, vous avez dit que vous êtes le consommateur ou la consommatrice. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont ça a amélioré votre capacité à faire votre travail? Merci. Oui, enfin, en 2 minutes, je vais voir si je peux répondre à la question précédente. Parce que on n'a pas fini, notre outil n'est pas au stade de la production, donc ça ne change pas notre travail, pas encore. Mais je crois que la haute direction est favorable parce que cela permet de communiquer. Lorsqu'on voit la démonstration, la haute direction, on dit « Oh, c'est merveilleux, allez-y ». Mais on n'a pas encore fini, donc on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Donc, il faut aussi s'assurer que cette adhésion se poursuive pour arriver à l'élément final. On a modifié radicalement les coûts pour un centre de ciblage. Donc, ça représente d'énormes économies de temps. On est passé de 25 à 4. Et je dirais que ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment modifier le contenu du travail. Marina a parlé de faire un tri, mais en fait, on va prendre le produit de l'intelligence artificielle et on va faire des évaluations plus complexes de risques et de menaces, et ça va nous permettre des inspections plus ciblées. Ça sera l'impact que ça aura sur la façon dont on fait notre travail de façon plus ciblée et plus fondée sur les risques.
C'est vraiment génial. Alors, c'est incroyable de pouvoir réduire le temps que les employés passent à ces tâches. Alors, c'est vraiment une économie. Félicitations. On a un petit peu parlé des compétences. On, on a parlé de ce que vous faites et du genre de compétences que vous avez maintenant et des modifications en matière de dotation. Peter, je vais peut-être commencer par vous. Quel genre de compétences faut-il pour les projets d'IA? Vous avez tous des projets compliqués, mais est-ce qu'il y a des compétences précises que vous recherchez pour l'IA? Oui, je dirais oui, absolument. Brian est notre scientifique en matière de données et il a d'immenses connaissances et on a besoin de plus de personnes comme lui pour faire avancer ces initiatives. Et pour ce qui est des projets en général, je dirais que ce n'est pas seulement l'intelligence artificielle, c'est aussi la capacité de résolution de problèmes. Et cela permet de résoudre des problèmes, d'apporter la meilleure solution. Et ça veut dire qu'il faut vraiment des experts, des gens qui connaissent la réglementation. Il y a aussi un aspect juridique euh, pour appliquer la réglementation, les politiques, l'éthique. Tout cela est essentiel. Oui, bien sûr, il y a la conception, il y a les données scientifiques. Ça, c'est la technologie qu'on essaie d'appliquer. Mais il faut aussi régler le bon problème. Il faut voir comment ça se répercute sur la réglementation et sur l'industrie. Même si, lorsque c'est une expérimentation où on a des évaluations à toute petite échelle, tout ça doit être en place alors qu'on recueille des données et qu'on veut passer au stade où on va arriver à la production. Donc, ce n'est pas simplement l'intelligence artificielle. Il faut qu'on ait tout un profil d'un ensemble de communautés. Alors, ça prend un village. Voilà ce qu'on dit souvent. Plus on pourra avoir de parties prenantes, plus on aura d'experts de différents domaines, mieux sera le projet final. Oui, votre réponse me plaît tout à fait. Et c'est l'attitude qu'on adopte dans nos projets pilotes. On a un modèle, on l'affine, on s'assure qu'il y a une adhésion. On veut une utilisation éthique de l'IA. Et oui, vous avez raison, il faut une approche holistique. Ce n'est pas seulement les informaticiens, c'est qu'il faut qu'il y ait une participation de tous. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Oui, comme Peter, on veut partir de l'IA et puis ensuite élargir. Et nous, au Conseil national de la recherche, on a un personnel déjà qui est extrêmement compétent, qui connaît parfaitement les formes d'information artificielle. Donc, ça, c'est passionnant. Nos chercheurs créent des produits qui sont moins prêts à être appliqués. Donc, on a aussi des développeurs d'informatique. Il faut qu'on arrive au niveau de la production. Et c'est très difficile de concurrencer Google et Amazon. C'est très difficile de recruter des développeurs. Mais on peut former le personnel qu'on a déjà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce sont des personnes qui s'intéressent aux données. Comme à l'Agence d'inspection des aliments, il faut qu'on devienne des experts des données qui sont reliées à nos clients. Il faut qu'on puisse s'adapter et il faut qu'on prenne les données de nos clients telles qu'elles sont. Et ce que je recherche comme autre compétence, il faut des personnes qui font des évaluations rigoureuses parce que ce sont des données en temps réel qui peuvent être biaisées et on a toujours des nouvelles données.
Donc, il faut des développeurs qui soient rigoureux, qui s'assurent que le système fasse bien ce qu'il doit faire et continue à le faire à l'avenir. Merci beaucoup. Et j'aime beaucoup votre modèle où le CNR soutient un ministère et a une relation étroite avec ce ministère. Qu'on crée un pôle de données scientifiques ou qu'on travaille directement avec des collègues comme vous au CNR, c'est un bon modèle. Brooke ou Chelsea, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à propos des compétences? Je dirais que notre groupe est unique, sans doute. Euh, euh, C'est-à-dire que, oui, nous avons des compétences techniques, mais on est aussi proche des entreprises. Ça veut dire qu'on peut comprendre où s'en va la technologie et quel est l'impact sur nos besoins. Donc, ça a été un modèle vraiment très intéressant et qui, je crois, qui va fonctionner à l'avenir. Merci. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Ou Oui, absolument. Ce que disait Brooke correspond tout à fait à ce que disait David. Il s'agit d'une connexion complète entre les experts du domaine de l'IA et ses solutions analytiques avancées et les capacités de l'utilisateur final. Il faut avoir une bonne communication. Ça veut dire que les gens de l'équipe d'utilisateur final doivent apprendre quelque chose sur la technologie et 2 personnes au moins de la technologie. Pour nous, pour la sécurité de l'aviation, il faut qu'il y ait aussi une bonne connaissance des utilisateurs finaux. Il faut vraiment rapprocher les deux. Il faut que les 2 équipes communiquent. Way into our next question. Parfait, ça nous amène idéalement à notre prochaine question. Alors Peter, je vais vous demander, quand est-ce qu'on devrait utiliser l'intelligence artificielle? Y a-t-il des moments où c'est pas une bonne idée, spécifiquement pour le gouvernement? Et si on disait oui, on doit utiliser l'intelligence artificielle, quels sont les critères pour sélectionner l'intelligence artificielle comme outil? Alors c'est une question très difficile pour nous, en tout cas pour moi. Du point de vue de la recherche que nous avons fait sur Cypher et différents autres projets dans lesquels on participe, on ne peut parler que du point de vue de ces problèmes qu'on essaie de résoudre et malheureusement on ne sait pas si c'est approprié pour le moment, même dans ces domaines-là, parce que nous n'avons pas complété ces expériences encore. Mais je crois que beaucoup de la recherche que nous effectuons, des informations que nous compilons, les résultats que l'on reçoit jusqu'à maintenant, ça nous dit que très souvent, il faut explorer la chose pour l'intelligence artificielle. Je ne pense pas qu'il faut présumer qu'on peut dire que ce n'est pas approprié pour l'intelligence artificielle ou telle chose n'est pas bonne. Je crois que la plupart des gens pensent qu'il faut commencer par des tâches simples et répétitives qui bénéficieraient d'une automatisation. Ce modèle existait avant l'intelligence artificielle. Donc je crois que c'est vraiment approprié, mais complexe aussi, lorsque ça devient quand vient le temps d'examiner des grandes quantités de données qui sont complexes, ça peut être très bien pour ça. Donc vraiment, tout ce qui est entre les deux, tant que vous examinez intelligemment les problèmes et que vous regardez tous les différents aspects, notre point de vue, c'est qu'il faut essayer, il faut trouver, mais au bout du compte, si ça dit que c'est pas approprié, bah alors très bien, on passe à autre chose. On le change. Mais sans avoir les données pour mener vos décisions, je crois pas que ce soit facile de dire que c'est approprié ou non. Alors je réponds pas vraiment à votre question malheureusement parce que c'est pas faisable pour nous pour le moment. Alors je crois que vous répondez effectivement à la question, vous avez fait du bon travail et ça s'intègre dans beaucoup de questions que j'ai à propos de ces notions préreçues. Et certains pensent que c'est une machine qui va prendre toutes les décisions, ou alors que ça va prendre nos emplois. Et je crois que il est temps pour nous de clarifier
Comment clarifier ces idées reçues autour de l'intelligence artificielle? Et Dave, je vais commencer avec vous. Alors, je peux en souligner quelques-unes. Je crois que la première, c'est que c'est pas nécessairement difficile, l'intelligence artificielle. Presque tous les problèmes de type intelligence artificielle qu'on peut imaginer pourraient être mis en application comme algorithme qui est écrit manuellement avec beaucoup de temps. Donc, de mon point de vue, l'intelligence artificielle est une bonne solution pour certains problèmes, mais c'est souvent la façon la plus rapide d'y arriver. Donc, si on pense à un modèle de différents mots qui ont été documentés, vous les mettez dans un gros algorithme que vous avez téléchargé, ça fixe déjà une base qui peut être difficile à battre. Donc vous pouvez mettre ça dans différents outils et ça peut être assez facile. Alors que de remettre en application cette performance en utilisant un algorithme, c'est difficile. Et vous pouvez avoir des problèmes de code. Vous pourriez avoir des résultats inattendus. Donc l'intelligence artificielle peut être un raccourci au niveau du risque. Une sous-partie de ça, c'est que ça vous force à faire passer certaines des parties plus risquées, surtout avec le processus de langue, à un niveau plus tôt dans le projet. Pas comme un système de salaire ou autre, mais vous mettez les données et tout le projet peut être là. Ce que l'intelligence artificielle vous force à faire, c'est une analyse des données d'emblée. Alors au début, plutôt qu'à la fin, pour arriver à la date limite du 31 mars. Donc on peut avoir des notions, des idées reçues que c'est risqué, mais déplacer le risque au début du projet, ça peut être intéressant. Et je crois que la dernière partie, c'est que l'intelligence artificielle est une boîte noire. Et parce que c'est très mené par les données, il y a une bonne façon de faire venir les clients très tôt et de dire on va bâtir un modèle d'intelligence artificielle, vous donnez les données, vous les annotez, et on travaillera ensemble pour faire une évaluation pour voir si l'intelligence artificielle fait du bon travail. Le code lui-même est un peu une boîte noire, mais ça crée un engagement avec l'utilisateur final qui est très puissant, plutôt qu'un modèle traditionnel où on transfère ça au développeur du logiciel et puis il ne fait pas vraiment ce que c'est censé faire. Alors qu'en étant mené par les données d'emblée, ça peut être très puissant. Donc c'est très utile. Je crois que c'est une trajectoire très utile. Et on y pense de façon très méthodique quant à comment penser à l'intelligence artificielle quand il faut l'utiliser. Donc ça, c'est une réponse formidable. Brooke, quelque chose à ajouter à cela au niveau de ce que vous découvrez et au niveau de votre position chez Transport Canada et dans ces notions, ces idées reçues, des mythes que vous voudriez démonter? Oui, je voudrais juste me faire l'écho de ce qui a été dit dans le sens où ça ne va pas vous dire ce qu'il faut. Il faut vraiment ces exigences d'emblée et il faut des données assez propres. Donc l'adage de ça rentre sale, ça ressort sale, ça ne marche pas là. De notre point de vue, la clé, c'est savoir ce que l'on essaye de faire ici et ajuster alors que l'on commence à voir des résultats de cet outil. Donc on aimerait pouvoir voir certaines de nos menaces connues ressortir dans un sens très simple de chercher différentes combinaisons de choses et voir ça qui ressort, mais on veut aussi apprendre de tendances qui émergent. Donc, je crois que il s'agit de connaître son projet et construire une base solide. Donc je me fais l'écho de ce qui a été dit. D'accord, alors je crois que
c'est une très bonne façon de passer à la dernière partie de cette séance de questions rapides. Je pense simplement à l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil. Et qu'est-ce qui serait d'après vous les 3 premières choses que quelqu'un doit envisager si on veut utiliser l'intelligence artificielle comme outil pour un projet qu'on met en application dans le gouvernement? Alors peut-être, Peter, je vais commencer avec vous. Oui, et j'aimerais faire intervenir Brian. Je crois qu'il a des choses intéressantes à dire là-dessus. Mais je veux juste dire une chose. Lorsque vous pensez à utiliser l'intelligence artificielle, peut-être que ce n'est pas le bon point de vue parce que notre façon de l'identifier, de le gérer, c'est qu'on identifie un problème. Si le problème se présente afin d'avoir une solution qui implique l'intelligence artificielle, alors on peut commencer à l'expliquer. On n'essaie pas vraiment de dire, alors bon, il y a plusieurs années, lorsqu'on a commencé cet exercice, on voulait en apprendre davantage à propos de l'intelligence artificielle. Mais si vous commencez tout juste, faites vos recherches, apprenez à propos de l'intelligence artificielle. Je me concentrerai vraiment sur les problèmes que vous essayez de résoudre. Mais je crois que Brian a beaucoup de choses. Si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle, il y a des choses formidables que vous devriez envisager. Merci. Oui, j'ai plusieurs petites choses. Si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle, il faut s'assurer de ne pas juste avoir beaucoup de données, mais des bonnes données. Et ce que je veux dire, c'est que les données doivent être doivent être accessibles, interopérables, etc. Il y a beaucoup de choses que l'on peut dire à ce niveau-là. Certaines des choses qu'on veut mettre dans le système pour que les chercheurs puissent y accéder facilement. Parce que l'intelligence artificielle n'est aussi bonne que n'est bonne qu'au niveau des données que vous avez. Il faut avoir accès aussi à des outils de source ouverte. Elles sont assez pratiques très souvent. Vous pouvez trouver des choses sur lesquelles d'autres gens travaillent. Vous pouvez lire la documentation et même l'ouvrir et voir comment ça fonctionne et sortir certaines parties que vous utilisez. J'ai fait ça avec la mesure de confiance. Je n'ai pas utilisé tout le package Python, mais ça peut nous donner de bons outils. Le matériel peut être un investissement. Beaucoup de formations peut être fait en nuage. Mais si vous travaillez sur des gros modèles, c'est peut-être coûteux. Donc ça peut être une considération. Voilà mes réflexions. Très bien, merci beaucoup. Et toute cette notion de pouvoir accéder à la source ouverte et d'avoir tout cela, c'est formidable. Je suis ravi de savoir qu'on s'aligne. Et je crois que c'est une véritable base. Donc, dans les 5 dernières minutes que nous avons dans cette partie, je veux passer à une question plus vaste. Alors, si vous prenez des décisions au gouvernement, quelles seraient les 3 premières choses que vous diriez à quelque chose lorsque on veut avoir une meilleure intégration de l'intelligence artificielle dans le gouvernement du Canada? Alors, c'est une question plus difficile, mais assez pertinente. Nous avons entendu aujourd'hui de tous nos différents intervenants que l'on change notre façon de travailler. Et j'aimerais vraiment avoir votre point de vue là-dessus. Alors, Peter, je vais commencer avec vous. Oui, alors je vais renvoyer ça directement à Brian, parce que je crois qu'il veut nous faire part de choses à bas niveau qui nous permettront d'avoir les occasions que les gens veulent saisir avec l'intelligence artificielle. Parce qu'au bout du compte, il faut avoir accès à des environnements, à des outils. Et sans eux, c'est très difficile de le faire. Alors Brian, à vous. Alors c'est la dernière question dans les trois premières choses, c'est ça. Une chose que j'ai beaucoup rencontrée, c'est de ne pas avoir accès à un bon poste de travail. C'est un peu un problème. J'ai utilisé Linux depuis longtemps. C'est vraiment souple, ça marche très bien avec les chercheurs en intelligence artificielle. On peut acheter du logiciel qui vient avec Linux et on peut l'installer sur autre chose.
On peut l'utiliser pour résoudre des problèmes autrement. Il y a peu de limites par rapport à Windows. Je crois que l'infrastructure moderne, c'est très utile. Donc le fait d'avoir accès à ce genre de choses, ça peut être sur le nuage aussi. C'est ça qui est bien avec cette technologie en nuage, c'est que ça peut être... on peut tester les choses au niveau local sur l'ordinateur et puis le déployer sur le nuage. Donc, avoir accès à des normes d'industrie, c'est assez sympa. Et puis on revient aux données FAIR, comment avoir ces politiques pour s'assurer que les données ne soient pas stockées dans des silos qui soient à propriété de quelqu'un, puis comment les trouver facilement. Très bien, formidable. J'ai juste une question de suivi. À quel point pensez-vous que vous pouvez influencer vos dirigeants pour être sûr que vous avez accès à ce type d'outils? Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez y aller et dire j'ai vraiment besoin de ça, j'ai besoin de cet environnement, qu'il y ait une volonté, une ouverture? Alors j'ai eu beaucoup de réticence de la part de Statistique Canada, de Santé Canada. Les gens semblent être très ouverts d'esprit, mais seulement jusqu'à un certain point. Alors je ne connais pas les détails de tout ça. J'ai l'impression que certaines personnes écoutent ce que je dis, mais des fois le signal est perdu. Mais je prends ça à cœur, parce que j'ai dit qu'on travaille de concert avec notre CIO et qu'on va avoir un environnement qui soit disponible aux scientifiques de données pour que l'on puisse aller jouer avec les données. Mais je sais ce que vous dites, parfois le message peut être perdu. Donc merci. Dave, quelque chose à ajouter? Oui, je reprends ce que Brian disait à propos de la machinerie. C'est que lorsqu'on fait passer tout ça au cloud, il y a certains ministères et agences qui ont l'habitude de mettre leurs vieux silos dans le nuage. Donc il y en a qui prennent la politique du Conseil de Trésor à la lettre, mais alors que l'on déplace nos outils au nuage, on doit penser à comment utiliser le plus d'options possibles, parce que c'est vraiment beaucoup plus facile de faire ce que l'on voulait faire. À travers des différents niveaux de gouvernement, c'est très facile de voir s'il y a un mauvais choix de classification, on doit se concentrer moins sur l'anecdote et plus sur les données. Il faut avoir une culture qui accepte différents algorithmes, si on peut dire que ça arrive à une certaine mesure, d'un certain niveau, il faut accepter cela, alors que parfois on a l'habitude de dire oui, mais ça n'a pas marché cette fois-là. Je vais vous donner un exemple. Je crois qu'il faut juste changer un peu notre culture pour accepter ça. Une fois qu'on a fait une évaluation mesurable, on peut le corriger. Et la troisième partie, au niveau d'intégrer l'intelligence artificielle dans les flux de travail, il faut toujours garder un œil sur l'éthique, la contestabilité et la transparence. Alors que l'on intègre l'intelligence artificielle dans nos flux de travail sur la base de problèmes, il faut toujours garder à l'esprit qu'au bout du compte, on peut tous avoir à défendre comment le système est équitable. Et je crois que c'est important de garder ça à l'esprit. Surtout au niveau de la prise de décision, si on prend des décisions automatisées avec l'intelligence artificielle, il faut s'assurer que qu'on puisse toujours le justifier. Il faut pouvoir donner aux gens la possibilité de contester les résultats. Et il faut intégrer ça dès le premier jour. Très bien, j'aime beaucoup cela. Alors, Brooke, deux choses rapidement de votre part avant que l'on passe aux questions ouvertes du plancher. Des choses à ajouter? Je ne crois pas. Il y a des questions intéressantes qui arrivent. Oui, très intéressantes. Alors pour cette partie, je ne vais pas cibler
une personne en particulier avec ces questions, à moins que quelqu'un vous la pose directement. Et vous pourrez décider si vous voulez y répondre ou non. Alors la première question, et j'aime vraiment celle-ci, c'est quelles sont les pensées du panel sur les solutions d'open source du gouvernement? Alors peut-être que de faire de l'open source à l'intérieur du ministère, mais quelles sont vos pensées à propos des solutions intelligence artificielle du gouvernement en source ouverte? Alors Dave, oui, je peux commencer. Je suis vraiment en faveur de cela. L'argent est contribué à être dépensé d'une façon ou d'une autre, et ça résout un de nos problèmes. Alors on peut imaginer que la plupart de nos ministères et agences mettent en application des outils basés autour de l'intelligence artificielle, et on ne partage pas ces outils. Donc la source ouverte est un raccourci pour partager les choses ensemble. Donc on partage avec le monde, mais aussi avec les uns les autres. Donc on pourrait être les premiers bénéficiaires. Oui, j'aime ça. Et en fait, beaucoup de ministères ont des communautés de pratique. On a des formidables groupes, on invite les gens du gouvernement à participer. C'est un très bon forum, mais je crois que pour répondre à ce que vous disiez, David, ça ne vient peut-être pas à ce partage complètement transparent, et j'aime votre réponse. La prochaine question qu'on a de notre public, c'est comment est-ce qu'on découvre de nouvelles méthodes de non-conformité ou de risques élevés qui n'ont pas été identifiés auparavant? Et comment est-ce que l'on évite que des algorithmes renforcent ce qui est vu par le passé? Et ça, c'est une bonne question, Brian. Je vous vois hocher de la tête. Je ne sais pas si vous voulez répondre à cela ou s'il y a quelqu'un d'autre. Alors maintenant, vous ne répondez plus. Vous ne hochez plus de la tête. Non, ce sont des bons points. Je ne sais pas trop comment y répondre pour le moment, mais oui, ce sont les choses auxquelles on pense. Parce que on se demande, est-ce qu'on montre les prédictions avant que l'inspecteur corrige les choses, mais ça va peut-être aider à régulariser, ça va peut-être aider à dire que le risque attendu, étant donné toutes ces observations passées, est-ce que tous les inspecteurs ont dit? Donc oui, il y a la normalisation qui peut se faire si... Donc je ne sais pas trop quelle est la réponse, mais j'y ai pensé. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'y essayer? Leslie. Je voudrais continuer. D'accord, Peter. La démonstration que vous a montré Brian, c'était notre premier essai, notre tentative de recueillir des données. Pas seulement à propos de l'outil, mais on voulait voir ce que nous montraient les données alors que les gens saisissaient des données. Et alors, si on remarque des biais qui historiquement n'étaient pas visibles, à ce moment-là, on devra réexaminer la situation. C'est l'approche que nous voulons adopter, recueillir des données, voir ce que nous disent les données et puis ensuite nous ajuster. Alors, on n'a pas encore de réponse, mais on va essayer de voir comment on doit procéder pour l'avenir. Merci. Pour nous, en matière de sécurité de l'aviation, si on a de nouveaux risques ou une nouvelle non-conformité, ça veut dire que c'est une nouvelle menace en matière de sécurité. Et il faut absolument qu'on se protège. La meilleure méthode qu'on utilise, je dirais que ça veut dire que on travaille en équipe et on utilise des données, mais on a aussi des données échantillons. On doit créer des données à partir d'anciens incidents contre lesquels on veut se prémunir, mais on peut aussi générer nos propres scénarios pour des choses qui ne se sont pas nécessairement encore produites. En matière de sécurité de l'aviation, c'est une partie très gratifiante de notre travail, essayer de prévoir les risques, les situations avant qu'elles se produisent. D'accord. David voulait ajouter quelque chose. Oui, je crois que l'IA peut faire partie de la solution.
Il y a de très bonnes détections pour les données qui ne sont pas typiques. Par exemple, pendant la pandémie, on a utilisé une terminologie qui a évolué. Avant qu'on parle de la COVID-19, si on présuppose qu'il va y avoir un changement, on peut se préparer et on peut utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de déterminer les valeurs aberrantes. D'accord. Je vais poser une autre question et je vais vous demander à tous de répondre. Est-ce que vous avez commencé à automatiser vos processus avant que la technologie existe? Allez-y, Peter. Oui, c'est une excellente question parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime prêcher. Enfin, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est vraiment important pour nous qu'on pense à la filière de la modernisation. Parce que si votre système n'est pas prêt à se moderniser, à ce moment-là, vous commencez à zéro et c'est très difficile d'intégrer l'IA. J'espère que personne n'écoute parce que Brian et moi-même, on a des intentions secrètes. Nous utilisons l'intelligence artificielle pour faire valoir nos arguments, mais on voudrait avoir une filière bien établie, c'est-à-dire savoir où se trouvent les données, les épurer, les mettre dans cette filière, voir comment on peut les utiliser, et puis prendre des décisions. Ça, c'est l'essentiel. Et si on a établi cela, ajouter différentes technologies pour faire avancer vos travaux, ça devient alors beaucoup plus facile. Donc, c'est vraiment une très bonne perspective pour savoir comment commencer. Vous automatisez la filière des processus organisationnels et cela vous permet d'avoir de bonnes données. Oui, il faut commencer de cette façon-là. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mais c'est une excellente question. D'accord? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Je dirais, Chelsea. Je dirais que pour nous, c'est pareil que ce que disait Peter. Oui, il y a un petit peu un sentiment de conspiration. L'IA, c'est ce dont veulent parler les gens dans les conseils d'administration, mais c'est important. On a reconnu depuis le début, et on a dit ça dès le début avec nos développeurs, les données structurées qui se trouvent sur l'infonuage, qui permettent l'IA, ça, déjà en soi, ça serait un projet valable. Si on avait seulement ça, et si on n'arrivait même jamais à l'IA, ça serait déjà un succès. Et ensuite, l'idée que l'IA peut aller même au-delà pour fournir des solutions qui peuvent faire progresser l'analyse. Ça, c'est aussi un avantage, mais c'est presque la cerise sur le gâteau, parce que même si on fait le travail en amont, ça vous donne déjà des avantages. Ah oui, j'aime beaucoup. Dave, Brooke, Marina, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? D'accord, excellent. Alors, pour conclure, je voudrais remercier personnellement tout le monde d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous parler de vos projets fascinants. Ce sont des projets pilotes et je dis toujours qu'ils doivent être déployables à plus grande échelle et ils doivent être reproduisibles. Et ce que vous nous avez montré, c'est que c'est tout à fait l'approche qu'on devrait adopter. Alors, félicitations de votre travail, Peter, Brian, Santé Canada. Excellent travail. On aimerait faire un suivi. Dave, Lorena, j'aime beaucoup le modèle que vous avez élaboré.
vous avez le CNR qui essaie de résoudre les problèmes et Bouquet Chansley, je crois que vraiment la haute direction a eu raison de vous donner de l'argent pour mener ce projet. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps et merci à l'école d'avoir accueilli ce panel aussi fantastique. Je voudrais mentionner le travail que fait l'école de la fonction publique du Canada. Les partenaires nous permettent de tester de nouvelles façons en matière d'innovation. L'équipe d'innovation du secteur public de l'EFPC a une série de projets de démonstration d'IA en cours, notamment les liens entre les données, l'intelligence artificielle, etc. Et je sais que c'est un leadership exceptionnel qui provient de l'École de la fonction publique du Canada. Et si vous voulez davantage d'informations, visitez le kiosque à l'expo ou contactez-les par courriel. Et vous avez vous avez le courriel à l'écran et l'équipe d'innovation se fera un plaisir de répondre. Je voudrais remercier les membres du panel de leur excellent travail et je voudrais remercier tous les membres du public virtuel. On ne vous voit pas. On vous remercie d'avoir pris le temps cet après-midi de participer, de poser vos questions. Ça a été vraiment une séance très intéressante. Samuel, je vous redonne la parole. Merci Julie et merci aux participants qui ont posé des questions très importantes. Ça a été vraiment un tour d'horizon d'excellents projets d'IA qui sont menés au sein du gouvernement du Canada. Mon équipe organisera la semaine prochaine le premier sommet du Global Partnership on AI. J'espère que les experts internationaux auront aussi des projets appliqués en IA qui pourront partager avec nous. Mais je dois vous dire que la barre est assez haute avec les projets que vous venez de présenter aujourd'hui. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui se fait à l'international, mais je pense qu'on est très bien positionné pour donner l'exemple et partager sur la scène internationale. Before we go on to Sarah and... Avant de passer à Sarah et Andrew Hayne, lors de la prochaine partie, nous allons faire une pause de 5 minutes. On reviendra d'ici 5 minutes. S'il vous plaît, laissez votre clavardage ouvert. Si vous pouvez aller visiter l'expo virtuelle. Il y a aussi les événements qui sont proposés par le FSP et vous verrez qu'il y a des activités les 18 et 19 février 2021 et aussi le 1er décembre 2020. Alors, je vous revois dans 5 minutes. Merci.